Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc moi je suis Coralie Borniambuc, je suis chargée de projet e-santé au sein de Biotech Santé Bretagne. Et donc on est les organisateurs de ce webinaire qui a objectif de vous aider à identifier les enjeux, impacts et obligations pour le règlement européen sur l'espace européen des données de santé qui entrera en application complète en mars 2029. Donc, ce webinaire a été organisé en soutien avec Firestone qu'on remercie. Juste deux, trois mots sur Biotech Santé Bretagne. Nous, on est une association financée par les collectivités et la région Bretagne pour accompagner l'innovation sur le territoire. Et donc, notre rôle est aussi d'animer les filières et de permettre de fournir des informations pour favoriser l'accès au marché. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on organise ce webinaire. Donc, on espère qu'il sera riche en informations. L'objectif du webinaire est de surtout vous éveiller en fait les esprits et vous permettre d'enclencher des réflexions en interne. Il y a encore pas mal de questionnements qui se posent autour de ce règlement et vous le verrez autour des échanges qu'il va y avoir entre les différents acteurs intervenants à ce webinaire, intervenants qu'on remercie chaleureusement parce que voilà, c'est un sujet qui est encore frais et voilà, qui va nécessiter encore de la maturation sur les prochains mois et années. Voilà, on n'a pas pour mission d'être exhaustif et de répondre à l'ensemble des questions. On est vraiment là pour vous donner envie de réfléchir au sein de vos structures sur ce règlement. Donc, sur l'espace européen des données de santé, donc l'objectif, c'est vraiment de rendre les données de santé sécurisées, accessibles et interopérables entre les pays. Chaque citoyen pourra consulter et partager ses informations médicales partout en Europe et un cadre commun garantira un usage responsable au service de la recherche, de l'innovation et des politiques de santé plus efficaces. Quelques mots sur les modalités du webinaire. On propose de faire l'ensemble des questions à la fin de toutes les interventions pour s'assurer que voilà, il y a potentiellement des réponses qui vont être données. Pas hésiter cependant à poser vos questions au fil de l'eau dans l'onglet Q&R que vous avez en haut de Teams normalement. Et puis on se chargera de les transmettre aux intervenants par la suite avec mon collègue Guirec. Normalement, vos micros sont désactivés. Si besoin, pendant la session de questions-réponses, on pourra certainement vous les activer si besoin de compléments ou de discuter directement. Et puis, un replay sera prochainement disponible sur la page YouTube de Biotech Santé Bretagne. Donc, quelques petits mots sur les sujets qui vont être évoqués ce matin. On va avoir dans un premier temps un rapide historique et contexte européen sur ce règlement de l'espace européen des données de santé par Simon Leverens, qui est chercheur à l'Université de Lisbonne et chef de projet il y a un petit problème, pardon, du projet européen SHIA. Ensuite, il va y avoir un aspect réglementaire et juridique par Maître Florence Éouin-Jaguin, pardon, avocate spécialiste en droit de la santé et du numérique. Et ensuite, on va se faire un focus sur les établissements par David Wine et Frédéric Laurent, en lien aussi avec l'aspect juridique par Maître Florence Ouin-Jaguin. Le côté, cette fois-ci, entreprise, avec une entreprise de la e-santé, l'entreprise Okero avec Pierrick Arnal, qui est président et cofondateur, et toujours l'aspect juridique pour voilà, contrebalancer et potentiellement répondre à des questions et interrogations. Et puis, on va terminer avec une ouverture européenne et la présentation du projet SHIA par Simon Leverens, qui interviendra à nouveau en fin de session. On vous souhaite on vous souhaite un bon webinaire et puis on va donc laisser la parole à Simon Leverens qui va commencer par une présentation de l'historique et du contexte européen de ce règlement. Voilà, merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup Coralie et Guirec, déjà pour l'organisation et pour la prise de parole. Donc, je suis Simon Leverens, je travaille à l'université ISCTE de Lisbonne au Portugal. On coordonne plusieurs projets européens et personnellement, j'ai fait un peu de recherche sur l'espace européen des données de santé, ou EHDS pour la version anglaise. Donc, je vous ferai une petite introduction pour lancer ce webinaire.
Donc l'IHDS, moi je vais utiliser l'acronyme en anglais parce que c'est ce que j'utilise tous les jours. L'IHDS est souvent présenté comme une révolution, mais il est essentiel de comprendre que c'est pas quelque chose de soudain, c'est pas une initiative soudaine, mais que c'est l'aboutissement de nombreux projets européens depuis plusieurs décennies, pratiquement une trentaine d'années. Et donc, cette ambition de faire circuler les données de santé en Europe ne date pas d'hier. Et donc, comprendre les échecs aussi des initiatives passées sera la clé pour décrypter les défis qui nous attendent avec les HDS. Euh, c'est aussi comme ça qu'on comprendra toute la pertinence d'initiatives actuelles comme XIA ou d'autres projets que je présenterai un peu plus tard. Donc l'idée d'un dossier patient européen partagé est une ambition qui a mobilisé l'Europe depuis plus de 30 ans, comme je disais. Voici quelques repères clés. Donc les premières pierres ont été posées dès la fin des années 80 avec des projets comme AIM, donc Advanced Informatics in Medicine en 1989, suivi par le Good European Health Record, GEHR, entre 92 et 94, ou encore Synapse sur l'intégration des données de santé, des dossiers de santé, excusez-moi, de 96 à 98. Et depuis 2004, la Commission européenne a intensifié son soutien financier en investissant près de 200 millions d'euros dans plus de 30 projets européens visant à rendre les données de santé interopérables par-delà les frontières, mais pas que. Donc, c'est le partage des données, c'est la qualité des données, etc. Et donc, c'est sans doute le plus grand et le plus long banc d'essai au monde pour des initiatives de santé numérique transnationales, parce qu'il y a eu donc des initiatives aux États-Unis, par exemple, mais un contexte multiculturel, multilinguistique comme en Europe, c'est assez unique en soi. Et donc, ces décennies d'investissement nous ont enseigné une leçon fondamentale qui est que la connaissance que nous produisons est fragile numériquement. Ça peut être un échec stratégique que de ne pas euh, sauvegarder ses connaissances d'un projet à l'autre et de devoir recommencer à zéro à partir de chaque projet. Et donc, en fait, ce qu'on a trouvé, personnellement, avec notre recherche, malgré l'ambition et les budgets investis, une part significative de cet héritage est aujourd'hui difficilement accessible, voire perdue. Par exemple, prenez le projet EPSOS, qui a coûté 38 millions d'euros à lui-même, lui tout seul, et qui a posé les bases des services actuels d'échange de données de santé européen, donc MyHealth at EU. Aujourd'hui, son site web est inactif, rendant l'accès direct à ses livrables et ses spécifications extrêmement difficiles et réduite à un cercle d'initiés, disons. Et ce n'est pas un cas isolé. Notre étude a montré que près de la moitié des sites web des projets européens d'interopérabilité ne sont plus en ligne. Donc cette amnésie numérique organisée a des conséquences et nous condamne du coup à un recommencement de projet en projet et risque de gaspiller des milliers, des millions même d'euros de fonds publics en nous forçant à réinventer ce qui a été découvert. Euh, et un tiers des projets que nous avions étudiés n'ont généré aucune publication scientifique, donc ça c'est un peu plus mon domaine. Mais c'est aussi une manière de partager les connaissances et les infrastructures qui ont été développées par un projet. Seulement un tiers des projets a généré des publications scientifiques. Donc, en conclusion, pour que l'IHTS réussisse ou ses prédécesseurs ont rencontré des limites, il faut capitaliser sur cet héritage. Et la réussite de l'IHTS dépendra moins d'une nouvelle prouesse technologique que notre capacité à institutionnaliser la mémoire et la gouvernance de la connaissance qui a été développée par ces projets. Donc les défis que cette mise en œuvre, les prochains intervenants vont l'aborder, sont avant tout des défis de capitalisation pardon, sur cet héritage de projet en projet. Voici mon introduction, donc je rends la parole à Florence. Merci beaucoup. Florence, n'hésitez pas à partager votre écran et votre micro est désactivé, je crois. Voilà, est-ce que ça devrait fonctionner? Je vais mettre en grand écran. Bien. Hop.
Voilà. Bonjour à Parfait. tous. On m'entend bien, Coralie, c'est bon? Oui, c'est bon, parfait. Ok, merci. Donc, merci à Biotech Santé Bretagne de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur ce sujet de l'espace commun des données de santé. Et je vais donc enchaîner avec le droit en vigueur, puisque Simon donc, a présenté l'historique. Euh, au travers donc des dispositions, des principales dispositions du règlement européen relatif à l'espace commun des données de santé et qui date donc du 11 février 2025. Euh, il faut rappeler aussi, au-delà de l'historique, que à date, en fait, ce règlement européen, il a un environnement réglementaire très proche. Il est imbriqué avec tout un ensemble d'autres textes qui sont aussi des règlements, donc d'effet direct en droit interne, sur la circulation de la donnée d'une manière générale. Donc là, nous, effectivement, ce matin, on est concentré sur les données de santé, mais il faut bien voir que ce texte s'inscrit dans toute une stratégie européenne qui est vraiment de grande envergure. Ce texte sur l'espace commun des données de santé a rattaché au Data Governance Act, donc au DGA, qui établit un cadre plus global sur la réutilisation des données et la mise en place, par exemple, d'une ouverture des données au travers d'un concept qui s'appelle l'altruisme des données. Euh, et puis le Data Act, qui est aussi un autre pilier fondamental, puisque celui-là vient fixer des nouvelles obligations de mise à disposition de données entre entreprises. Donc, ce n'est pas rien dans le domaine des objets connectés. Et le HDS lui-même donc s'inscrit dans cette même politique en fixant aussi des règles particulières donc, pour les données de santé. Et donc, il ne faut pas oublier le droit commun de la protection des données à caractère personnel, puisqu'il vient préciser des règles s'agissant des données de santé, même s'il peut y avoir des données non personnelles. C'est tout un environnement réglementaire, donc il doit être pris en compte autour de l'environnement de la circulation des données. Donc, je n'y reviens pas de façon détaillée, Coralie l'a rappelé, mais quand même, les objectifs principaux, c'est quand même d'amorcer donc un marché unique pour la gestion des dossiers médicaux électroniques, puisqu'on va le voir, c'est un des piliers importants du règlement, et autour d'une nouvelle gouvernance avec un autre pilier fondamental qui est sur la réutilisation secondaire des données. Sans oublier donc le fait pour les personnes directement concernées, donc principalement les patients en fait, de voir leurs droits renforcés. Donc là, simplement cette diapo pour vous montrer à quel point on est tous concernés. Donc nous-mêmes, tous ici autour de cette vidéo, parce que nous sommes avant tout des personnes physiques citoyens de l'Union européenne et donc concernés en premier chef par ce règlement aussi potentiellement en tant qu'usager du système de santé, mais les professionnels de santé, les établissements, les chercheurs, les administrations, les institutions, donc je sais qu'il y a donc des représentants par exemple du Health Data Hub, de l'ANS qui écoutent aussi potentiellement, donc tout le monde est concerné, mais aussi les acteurs du secteur privé tels que les entreprises du numérique en santé, et j'entends par là les éditeurs de logiciels, mais aussi les fabricants d'EDM, de dispositifs de bien-être en santé, l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, moi, mon objectif ici, c'est de résumer en peu de temps le contenu de ces 9 chapitres qui composent donc ce règlement européen. Et donc, pour vous en simplifier la lecture, je vais donc résumer ceci en disant que le règlement européen sur l'espace européen des données de santé présente deux piliers majeurs. Il se préoccupe de l'utilisation primaire des données de santé et de l'utilisation secondaire des données de santé. Donc l'utilisation primaire, il faut l'entendre comme étant le fait de produire de la donnée de santé électronique à l'occasion de la prise en charge sanitaire des patients. Donc c'est évidemment à l'hôpital, mais aussi en cabinet, les laboratoires, à
attenant toutes ces modalités de prise en charge, que ce soit au domicile ou en structure, eh bien, il y a des données de santé qui sont produites de façon, alors ici on vise des données de santé électroniques et l'idée en fait du législateur européen là, c'est de veiller à permettre un meilleur accès à ces données de santé. Alors Simon a rappelé le projet EPSOS historique qui était l'idée de créer déjà un patient summary, donc un dossier patient. Et bien là, c'est conforter cette idée-là en permettant la création donc, d'un dossier qui sera accessible en tout point de chaque État membre. Et pour cela, il est nécessaire, et là vous avez les experts autour de la table, d'avoir des données qui sont interopérables. Donc, ça fait partie des nouvelles exigences là du règlement européen, c'est de mettre en place un dispositif d'auto-certification auprès des fabricants de dossiers médicaux électroniques qui vont du coup devoir intégrer un format européen de la donnée afin d'assurer l'interopérabilité et jusqu'à la portabilité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir d'autres fournisseurs aussi qui prennent le relais pour que les données ne soient pas captives. Et un autre bloc est imposé dans ce processus nouveau d'auto-certification pour les DME, c'est l'exigence de traçabilité qui n'est pas complètement nouveau, hein, puisque ça relève aussi de la sécurité de tout traitement de données de santé à caractère personnel. En tout cas, ça va conditionner désormais, alors désormais, bon, on ne verra pas tout de suite puisqu'il y a un dispositif d'entrée en vigueur, mais la mise sur le marché de ces DME. Donc on est bien sur une obligation qui peut donc potentiellement donner place à des sanctions. Comme je vous le disais, donc c'est pas pour tout de suite, hein, il y a quand même des actes d'exécution qui sont attendus et on est sur un objectif de mars 2027. Donc c'est voilà, une nouvelle déclinaison de marquage CE, mais sous une forme d'auto-certification. Et on attend donc des éclairages au niveau européen et national pour décrire ce procédé, cette nouvelle procédure d'auto-certification. Et puis au niveau européen, il y aura une infrastructure donc transfrontière qui va permettre justement de garantir cet accès aux données de santé, quel que soit le lieu de prise en charge donc, du patient, avec notamment ce qu'on appelle le National Contact Point, donc les points de contact nationaux et une infrastructure technique associée, myhealth, donc, UE. On peut d'ores et déjà noter il y a déjà des services qui existent au niveau européen de reconnaissance, notamment de l'ordonnance électronique, et puis des éléments, comme je le rappelais, de dossiers patients qui sont d'ores et déjà en cours dans certains États membres, en tout cas, pour permettre les échanges de données transfrontières. Et la question m'a été posée donc en préparation de ce webinaire, de dire, mais alors, si on ne fait pas les choses, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, il y a un dispositif d'entrée en vigueur qui va laisser le temps aux acteurs de se préparer pour anticiper du coup la mise en œuvre de ces exigences. Mais bien, ce sont des obligations. Donc dans ce règlement, il est bien prévu qu'il puisse y avoir des sanctions associées à ces obligations qui ne pourront pas du coup rester sans respect de la part de ceux qui y sont concernés. Et en premier lieu, les fabricants de DME. Donc ça veut dire qu'il faudra que ces acteurs-là, donc ils veillent à respecter les nouvelles règles pour mettre sur le marché leurs produits et qu'ils pourront faire face à des risques de sanctions, comme vous le voyez sur cette slide. Ce que je voulais vous rappeler pour être assez concrète, c'est que ce type de dispositif existe déjà, notamment au travers du fameux régime juridique de la certification relative à l'hébergement des données de santé, puisque le fait pour un prestataire donc, de se mettre sur ce marché de l'hébergement des données de santé sans, alors avant agrément et désormais certificat, eh bien, pouvait d'ores et déjà être et peut être puni, sanctionné au titre de l'article L1115-1 du Code de la santé publique par 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende.
Mais alors, certains pourraient me dire, mais côté euh, producteur de soins, alors est-ce qu'il peut y avoir des sanctions? Là, je voulais rappeler quand même notre droit interne qui pourra évoluer puisqu'il y aura sûrement et certainement même une nouvelle loi qui interviendra pour prendre en compte et harmoniser le droit vis-à-vis du droit européen. Donc, dans notre droit national, on a l'article L 1470-6 du Code de la santé publique qui prévoit d'ores et déjà des sanctions, non seulement côté éditeur en cas de manquement à certains référentiels lorsqu'ils produisent mettent à disposition des services ou outils numériques en santé par rapport au référentiel de sécurité et d'interopérabilité de l'article L 1470-5, mais aussi par rapport aux professionnels de santé eux-mêmes qui risquent, en cas de recours à des solutions non conformes à ces exigences, un déconventionnement de la part de l'assurance maladie. Pour l'instant, ça n'est absolument que théorique, puisqu'en plus, il manque l'arrêté qui doit recenser les référentiels pour lesquels ce dispositif pourrait être appliqué, mais c'est pour vous donner une illustration de ce que pourrait être le dispositif de sanction. Donc, on ne sait pas encore comment tout cela va s'articuler entre le droit européen et le droit national, les États membres conservant une marge de manœuvre pour déterminer les sanctions, mais il pourrait y en avoir des deux côtés, entre guillemets, de la chaîne. Maintenant, sur l'utilisation secondaire des données, donc on a vu l'utilisation primaire sur la prise en charge sanitaire et les données qui sont produites à l'occasion de cette prise en charge sanitaire pour un accès facilité et dans des conditions donc d'interopérabilité et de traçabilité au travers des DME. Maintenant, intéressons-nous à la réutilisation de ces données. Donc, c'est la consécration dans ce règlement européen de quelque chose qui existe déjà, hein, c'est le fait de pouvoir réutiliser de la donnée à des fins d'innovation de recherche scientifique, mais aussi de meilleur pilotage, par exemple, des établissements de santé. Donc, ce règlement vient conforter la possibilité d'exploiter les données de santé produites, notamment dans le cadre de la finalité primaire, comme on l'a vu. Et il y a un focus quand même sur les données de santé à caractère personnel, en mettant l'accent dans un premier temps sur des catégories prioritaires de données pour permettre leur exploitation. Mais vous voyez que c'est assez large et il y a bien évidemment toutes les données issues du dossier médical, mais aussi les rapports de laboratoire, des comptes rendus d'examen, etc. Il peut y avoir aussi des données non personnelles, ça va de soi. Et le règlement n'a pas fait le choix entre prescrire des finalités ou les interdire, ou en interdire certaines. Il prévoit deux articles, l'un avec une liste positive de finalités, donc vous voyez c'est en vert, et un article qui vient préciser les finalités qui seront interdites en matière de réutilisation secondaire d'utilisation secondaire des données. Donc, figure dans les finalités autorisées, bien évidemment, la recherche, les statistiques, l'activité de développement et d'innovation, la formation, les essais, l'évaluation d'algorithmes, donc très important dans le cadre aussi d'un autre règlement européen qui intervient dans ce contexte, qui est quand même l'IA Act, hein, qui est à prendre en compte, bien évidemment, dans les études de faisabilité de vos projets. Et une interdiction qui reprend ce qu'on connaît en droit interne, hein, l'interdiction de faire de la publicité, du marketing ou encore de créer de la discrimination par rapport à des données de santé. C'est déjà interdit en droit interne et ça l'est au niveau du droit européen. Alors, on a des nouvelles notions, en fait, des nouveaux rôles qui vont être attribués dans le cadre de ce pilier 2 sur l'utilisation secondaire des données. On a les détenteurs des données et puis on a les utilisateurs des données. Dans les détenteurs, eh bien, on aura évidemment donc, les établissements de santé, les professionnels de santé, mais potentiellement aussi des acteurs du secteur privé en fonction des critères qui sont fixés dans le règlement européen. Et on a cette notion un peu particulière de détenteur unique de données qui peut avoir un rôle d'intermédiaire privilégié pour faciliter l'accès aux données. Et le détenteur, donc, lorsqu'il se voit attribuer ce rôle, a des obligations envers l'utilisateur, une obligation de mise à disposition des données. Donc, il y a vraiment une obligation d'ouverture du patrimoine informationnel et en passant par un organisme tiers qui s'appelle, donc là ici j'ai laissé, pardonnez-moi l'acronyme en anglais, le HDAB, mais c'est en français l'ORAD, c'est-à-dire le guichet unique qui va gérer les demandes d'accès aux données à des fins de réutilisation.
Et puis, il y a aussi des obligations envers la personne concernée, une obligation d'information, mais aussi cette personne peut avoir un droit d'opposition. Et pour certains qui se sont dit qu'ils étaient des innovateurs et qui avaient du coup l'idée de protéger ce qu'ils avaient créé, ça reste possible. Néanmoins, les données elles-mêmes devront faire l'objet d'une mise à disposition. Ça va donc nécessiter un gros travail de protection du secret des affaires et de la propriété intellectuelle, notamment au travers des contrats et en lien avec ce fameux ORAD, l'organisme du coup qui va gérer les demandes d'accès aux données. Donc à cet égard, la Commission européenne a prévu de mettre en place des clauses contractuelles qui viendront aider les échanges, mais c'est vrai qu'il y aura un travail à faire là-dessus. On a un système en compensation, entre guillemets, de redevance auprès donc, des organismes responsables de l'accès aux données de santé, les fameuses RAD, des détenteurs de données de santé de confiance lorsqu'ils interviendront dans la gestion des demandes, mais aussi un droit à la compensation pour les détenteurs. Donc, l'ouverture du patrimoine informationnel pourra être donné lieu à une sorte de rémunération, mais très encadrée par rapport aux coûts qui auront le droit d'être pris en compte dans le calcul de cette compensation. J'en profite pour vous dire qu'il y a de nombreux éléments là, qui sont en train d'être travaillés dans le cadre de l'action TEDAS et il y a des fiches éclairantes qui sont mises à la concertation jusqu'à fin novembre et notamment une sur ce sujet-là. Là encore, une infrastructure transfrontière qui permettra de faciliter donc l'utilisation secondaire des données, qui n'est pas la même que celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et il n'est pas question là de faire une méga base européenne, mais de rassembler finalement les caractéristiques des données qui seront mises à disposition dans le cadre des nouvelles obligations au travers d'un catalogue de métadonnées. Donc, on n'est pas sur une méga centralisation de la data, mais sur le recensement finalement des données qui peuvent être intéressantes à être exploitées au travers de leurs caractéristiques qui devront être rassemblées au travers de cette infrastructure centralisée de l'Europe. Alors en France, on a déjà une organisation sur l'utilisation secondaire, sur la recherche, notamment vous connaissez les méthodologies de référence. Des travaux ont été mis en place par la CNIL. Le SDataHub travaille aussi dans ce domaine-là. Donc il pourrait y avoir encore maintien de nos procédures nationales d'accès aux données, mais un projet de loi de toute façon doit intervenir pour harmoniser, comme je l'ai dit, nos dispositions nationales avec le nouveau droit européen. Et là aussi, des nouvelles obligations assorties avec des nouvelles sanctions. Donc, comme là, en fait, les ORAD, donc les organismes de gestion des demandes d'accès aux données, délivreront ce qu'on appelle des autorisations, les data permis pour accéder aux données, et bien, ils auront le droit aussi de révoquer les autorisations délivrées en cas de non-respect des règles. Et puis, des amendes administratives pourront aussi être prononcées en cas de violation des règles, tant par le détenteur que par l'utilisateur, donc sur les deux côtés de la chaîne aussi. Et puis, je termine par l'entrée en vigueur. Je suis à peu près bonne dans le timing, Coralie, je pense, ça va. Oui, parfait. Merci. Pour vous dire que, donc, évidemment, ce règlement, il est assez impactant pour tout le monde. Là, grâce à Biotech Santé Bretagne, on anticipe son contenu et c'est très bien, mais il va être mis en vigueur en laissant le temps aux acteurs de s'y préparer et aussi à la Commission européenne de rédiger les actes d'exécution qui sont nombreux à être attendus pour que ces dispositions soient réellement effectives. Et vous voyez, ça s'échelonne entre 2 ans et 10 ans pour l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Voilà, je mettrai mes slides à disposition après avoir corrigé 2, 3 petites coquilles. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup, Florence. Ce que je propose, c'est qu'on donne la parole directement à Frédéric et David. N'hésitez pas à vous présenter en début de votre intervention et puis voilà, pas hésiter à rebondir avec ce qui a été présenté et puis poser des questions aussi à Florence qui essaiera de vous répondre à l'issue de votre intervention.
Merci Coralie. Bonjour à tous, je me présente, David Wagne. En quelques mots, je suis ingénieur en système d'information et réseau. J'ai soutenu ma thèse en 2009 dont le sujet était comment intégrer les standards d'interopérabilité dès la conception des logiciels médicaux. Et dès lors, cela a forgé ma conviction que les données ayant le plus de valeur sont celles que nous pouvons échanger. Actuellement, je suis directeur du management stratégique des données à la PHP et je suis accompagné de Frédéric Laurent du CHU de Rennes. Est-ce que tu veux dire un mot maintenant? Je récupère le micro. Bonjour, donc Frédéric Laurent, je suis donc effectivement au CHU de Rennes dans la direction des systèmes numériques. Je suis responsable de l'interopérabilité des référentiels et aussi membre du conseil d'administration d'Interop Santé, qui est une association française qui regroupe des industriels et des établissements, enfin tous les acteurs de la santé pour produire des standards d'interopérabilité en France. Et puis aussi membre de Hospital on Fire, qui est une communauté européenne qui regroupe cette fois-ci des établissements dont le but est de partager les expériences et les retours, les questionnements sur Fire, qui est un sujet prégnant dans le règlement européen, notamment au niveau du format d'échange. Voilà, donc c'était rapidement ma présentation, sachant que je ferai donc un prisme, moi, plutôt établissement sur les données primaires. J'y reviendrai après. Merci Frédéric. En effet, on a une intervention qui se coupe en deux. Enfin, voilà, c'est une collaboration. Donc, en quelques mots, la définition de référence qu'il est bon de rappeler et qui est utilisée dans le référentiel général d'interopérabilité est que l'interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système dont les interfaces sont intégralement connues à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs, et ce sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. Ce qu'il faut retenir de cette définition est que l'interopérabilité est une capacité, pas un objectif en soi. On y parle d'interface, donc d'échange, mais il n'est pas précisé échange de quoi, données, documents, images, structurés, non structurés. Notez également qu'il est fait mention de systèmes existants ou futurs, ce qui, vous le savez bien, est un objectif extrêmement ambitieux. Également, l'interopérabilité doit être envisagée sous d'autres angles que sous l'angle technique. Notamment, il doit être envisagé sous l'angle organisationnel. L'interopérabilité est un moyen ambitieux à mettre en œuvre entre des organisations de cultures différentes, voire de natures différentes. Et en effet, on peut partir du constat que l'interopérabilité n'implique pas nécessairement une modélisation riche des données. On peut prendre l'exemple du standard le plus répandu dans les hôpitaux à l'heure actuelle, le standard HL7V2. On ne peut pas vraiment parler d'une modélisation riche des données. Ce sont des morceaux d'événements qui sont échangés. Il n'y a pas réellement d'objets métiers complexes qui sont échangés. La définition que je propose dans ce contexte est que la standardisation des données doit permettre de modéliser un domaine selon des standards partagés pour enrichir la sémantique et faciliter la réutilisation des données. Les enjeux sont l'utilisation d'une approche rigoureuse dans la méthode pour garantir la cohérence et la fidélité des informations, voire des connaissances. L'objectif est de rendre les données donc compréhensibles et exploitables dans le temps, tout en sachant qu'un modèle traduit, simplifie et est le résultat des choix de représentation des concepteurs. Les données ne disent pas la vérité, elles sont le fruit d'une construction biaisée de la réalité. Modéliser et standardiser les données, c'est leur donner de la valeur, d'autant plus qu'elles sont interopérables, c'est-à-dire échangeables entre systèmes.
Utiliser des modèles communs et partagés, c'est mutualiser les efforts et renforcer la robustesse de l'ensemble. Qui dit valeur des données dit aussi gouvernance, une gouvernance dédiée au pilotage de cette valeur. Concrètement, cela passe par la mise en place d'un catalogue de données garantissant la conformité réglementaire, donnant de la visibilité sur la qualité des données, un indicateur essentiel de leur valeur, et accompagnant la montée en maturité data de l'ensemble des organisations. L'objectif est que chacun, à son niveau, se sente concerné par la production de données de qualité, fiables et surtout utiles in fine aux patients. Frédéric. Donc moi, je vais vous parler un peu de ce que le règlement amène dans le système d'information d'un établissement de santé, ou en tout cas ce qu'on peut imaginer qu'il va amener et les impacts qu'on pourrait, qu'on doit en tout cas imaginer et se poser comme les questions qu'on doit se poser. Donc en fait, le règlement européen introduit une notion de DME et de système de DME, donc le DME pour dossier médical électronique. Donc comme il a été rappelé dans la partie réglementaire, c'est pouvoir stocker, traiter, gérer les données. Et donc c'est ce système de DME pour les parties des données qui sont définies par un article, qui est l'article 14. Donc il y a 5 grandes familles d'informations. Ces informations-là doivent pouvoir être, pour le système DME qui sera déployé, ces informations-là doivent pouvoir être importées ou exportées selon un format, et le format qui est en cours de définition, parce qu'il sera totalement défini en 2027, donc dans 2 ans. Donc, ce sera un format européen que ces logiciels devront, donc les systèmes de DME devront respecter. Et donc, en fait, on peut se poser la question, dans un système d'information hospitalier, est-ce que nous avons des DME? Eh bien oui, effectivement, nous avons plusieurs DME dans un système d'information hospitalier, puisque plusieurs logiciels répondent au traitement des données qui font partie de ces différentes catégories. Donc, nous serons impactés au niveau d'un système d'information hospitalier. Aujourd'hui, le format européen, qui sera très vraisemblablement un format basé sur HL7 Fire, n'est pas quelque chose qui est déployé dans les systèmes d'information hospitaliers, où ça commence à être déployé, mais c'est vraiment, on en est aux prémices. Alors, on peut penser que 2027, c'est loin, mais en fait, la mise en place de ce genre de format et les impacts que ça a dans un système d'information, 2027, c'est très, très court au final. D'autant que le format Fire amène des choses sur la façon d'exprimer les données techniquement, mais amène également un changement d'architecture au niveau du système d'information. On est très, très habitué dans les systèmes d'information hospitaliers à échanger de la donnée en poussant des informations, des messages. Donc un producteur va envoyer des données à un bus d'échange ou à une application, mais on n'est pas tellement habitué à avoir un système à base d'API dans lequel en fait les gestionnaires de données vont être interrogés. Et c'est le modèle que propose Fire, et c'est le modèle majoritaire, puisqu'il y a plusieurs façons de faire du Fire, mais en tout cas, c'est le modèle majoritaire de Fire. Donc, l'impact que ça va avoir, c'est que si on considère que les DME sont déployés dans un système d'information hospitalier, que les DME doivent être conformes au règlement européen et donc doivent pouvoir interagir avec ce format européen en Fire, ça veut dire qu'on aura dans nos systèmes d'information un changement d'architecture à prendre en compte. Alors après, le changement d'architecture à prendre en compte, il sera à imaginer, il sera à mettre dans le temps aussi
avec différentes étapes. Mais en tout cas, il faut dès à présent imaginer qu'il va y avoir un changement. Tu peux passer, David. Alors, de façon synthétique, aujourd'hui, dans nos systèmes d'information, on est bien occupé avec des projets pour alimenter mon espace santé avec des financements qui font référence au Ségur, donc avec deux vagues, Ségur vague 1 et Ségur vague 2. Donc ces deux vagues-là sont en fait... excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste repasser, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez repasser, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi pour l'interruption. Oui, donc on a un Ségur vague 1 qui a commencé en 2021 et le Ségur vague 2 qui finit en 2027. Donc c'est une période assez longue dans laquelle les établissements sont incités à échanger des données vers mon espace santé avec un format qui est H7CDA, qui n'est pas Fire, et sur les trois catégories qui sont indiquées en vert sur le schéma. Le règlement des données de santé, enfin le règlement européen indique que les deux premières catégories à mettre en place dès 2029, ce sont les résumés de dossiers médicaux et les prescriptions de dispensation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet sur lequel on travaille dans les systèmes d'information hospitaliers et donc il va falloir très rapidement se poser la question comment on fait pour communiquer ces informations-là ou en tout cas les rendre disponibles, puisqu'on a vu qu'un des points forts, c'est de rendre disponibles les informations. Donc il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça. Est-ce que les hôpitaux vont alimenter mon espace santé avec ces informations-là et c'est mon espace santé qui sera le point d'entrée pour les patients pour pouvoir récupérer ces informations-là, ou est-ce qu'il y aura aussi un impact au niveau du système d'information hospitalier pour que le patient, interroge aussi l'hôpital pour récupérer ces informations-là. Donc il y a la DNS pousse un scénario qui est effectivement de consolider mon espace santé parce qu'il y a déjà des choses qui sont envoyées et que ça fait sens qu'au niveau national, il n'y ait qu'un seul point de connexion pour le patient pour récupérer ces informations. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que les systèmes DME sont dans les établissements de santé et donc, a priori, soumis à la réglementation européenne. Et donc, on peut se poser la question s'il n'y aura qu'un seul circuit pour le patient, c'est-à-dire se connecter à mon espace santé, ou si les hôpitaux aussi seront sollicités pour récupérer les données. Sachant qu'aujourd'hui, même si des données doivent être envoyées dans mon espace santé, notamment par les cabinets de ville et les autres acteurs du système de santé, elles ne sont pas toujours disponibles. Et donc, si j'en prends l'exemple des synthèses médicales qui doivent être envoyées par les cabinets de ville dans mon espace santé, et c'est un article de loi de 2024 qui indique ça, on doit avoir une synthèse médicale annuelle dans mon espace santé. Si je prends mon exemple, je n'ai toujours pas de synthèse médicale de mon médecin traitant. Donc, si en tant que patient, j'ai besoin de récupérer mon information médicale, je vais me connecter à mon espace santé, mais si je ne l'ai pas, je vais sans doute, pour un besoin spécifique, me retourner vers le vrai producteur de l'information, le médecin traitant ou l'hôpital dans le cas des données produites par l'hôpital. Donc, tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui une trajectoire qui est amorcée dans l'alimentation de mon espace santé avec une typologie des trois dernières catégories d'informations qui sont dans nos radars, en tout cas dans nos projets actuels. Mais il manque les deux premières et se pose la question de comment on va envoyer ces informations-là et comment on va les rendre disponibles. Voilà. Si tu peux passer.
Donc, comme il a été dit, le règlement européen fixe les principes et donc des précisions arriveront par les actes d'exécution. Donc effectivement, on est à un stade où on se pose les questions. Je pense qu'il faut se les poser dès maintenant. Des précisions arriveront. Ce qu'on pense peut-être aujourd'hui ne sera pas exactement ce qui va arriver demain, mais en tout cas, il faut d'ores et déjà essayer de mesurer les impacts parce qu'il va y avoir des nouveaux usages, hein, que ce soit au niveau primaire ou au niveau secondaire pour l'utilisation des données. Et donc, ces nouveaux usages, il faut bien mesurer pour un établissement de santé si ça impacte le système d'information, si ça impacte les projets qui sont menés au sein de l'hôpital. Et donc, voir comment on va intégrer ces nouvelles données, ou en tout cas ces nouvelles informations à mettre à disposition dans le système d'information, qui seront normalement adossées à des terminologies qui sont structurantes. Hein. Donc, les formats européens se basent sur la nomenclature LOINC, SNOMED, SIM10, SIM11. Donc, c'est des nomenclatures qui ne sont pas forcément aujourd'hui déployées dans les systèmes d'information. On a essayé de déployer, on a déployé la codification LOINC pour la partie laboratoire. On a mis un temps assez long pour le faire, puisque le décret biologie date de 2016 et aujourd'hui, on en est presque 10 ans après. On a du LOINC maintenant dans les systèmes d'information, mais c'est quand même pas quelque chose qui est fluide actuellement. Et donc, il faudra mesurer l'impact de mettre des terminologies telles que SNOMED ou d'autres terminologies dans le système d'information. Qu'est-ce que ça va impliquer en termes de projet et en termes de changement? On aura aussi des questions à se poser sur l'architecture, hein, comme je disais tout à l'heure, en lien avec FHIR. Comment cette mise à disposition d'informations va impacter notre SI et notre architecture de système. Il y aura aussi les évolutions logicielles, puisque les DME sont portés par des sociétés qui vont fournir des nouvelles versions qui devront s'intégrer, et c'est des versions qui seront structurantes, et donc il faudra vraiment essayer d'imaginer dans le calendrier qu'on va avoir, au plus tôt imaginer comment on va pouvoir les déployer, et surtout faire ça de façon concomitante avec les autres projets du CHU, enfin des établissements de santé. Et se posera évidemment la question du financement, parce que aujourd'hui, hein, on n'a pas d'informations sur ce financement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la VAC Ségur 1 et 2. La VAC Ségur 1 et 2, c'était 2 milliards d'euros de financement. Là, je ne sais pas les changements qui vont arriver dans les prochaines années, comment elles seront financées, est-ce qu'elles seront financées, pour qui, comment, et à mettre en relation aussi avec les sanctions qui ont été évoquées tout à l'heure. Et pour finir, avant de te laisser la conclusion, David, s'il te plaît. Donc, on peut se préparer, on peut participer aussi. Donc, il y a plusieurs canaux pour participer à ce grand changement qui est très prometteur aussi pour tout le monde, puisque ça va amener de la structuration, ça va amener beaucoup de choses très positives, et on peut être acteur de tout ça. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Il y a les canaux classiques de l'ANS et la DNS qui ont déjà initié des concertations, des groupes de travail, etc. Il y a aussi au sein de l'Interop Santé, l'Interop Santé travaille au niveau de FHIR, il y a plusieurs groupes de travail FHIR qui permettent de préfigurer un peu ce qui va être les formats qui seront utilisés en France pour supporter les formats européens. Donc, on peut participer dans des groupes de travail au niveau d'Interop Santé. Interop Santé aussi héberge, entre guillemets, les représentants HL7 France et IHE France. Donc, on peut aussi passer par eux, puisque les formats sont élaborés au niveau européen par HL7 Europe et IHE Europe.
via un projet commun dont je vous ai mis le nom. Donc, on peut aussi passer par ces représentants-là. Et puis, on peut aussi parler entre établissements via la communauté Hospital on Fire pour échanger, voir ce qui a pu être fait par ailleurs en Europe, et puis poser des questions, et en tout cas s'acculturer à tous ces changements au plus tôt. Voilà, donc je vais laisser la place à David. Merci Frédéric. Donc pour conclure, du point de vue des établissements, l'arrivée du règlement européen est une opportunité. Il vient légitimer et accélérer notre stratégie data, même si les actes d'exécution ne sont pas encore publiés, on l'a dit, le standard FHIR semble s'imposer. Et c'est une bonne nouvelle car il répond aux enjeux d'interopérabilité tout en offrant une modélisation sémantiquement riche. Ce règlement donnera aussi, ou donne déjà une feuille de route. Enfin, elle donne une feuille de route, pas encore très claire, mais ça va nous aider à prioriser les chantiers de mise en conformité des données. Conditions du succès sont une gouvernance des données solides dans les établissements, un accompagnement fort de l'écosystème. Nous comptons notamment sur l'ANS ou l'association Interop Santé, et le développement des compétences FHIR. Pour y parvenir, il nous faut des plans de formation ambitieux à la hauteur des enjeux qui se présentent à nous. L'enjeu est de transformer la contrainte réglementaire en levier stratégique pour le futur, un levier de modernisation. Je vous remercie pour votre écoute. Super, merci beaucoup. Sur la partie formation, ça va pas mal rebondir avec la dernière présentation du webinaire par Simon tout à l'heure. Florence, je ne sais pas si de votre côté, vous avez quelques éléments à ajouter sur justement les aspects juridiques liés aux établissements de santé dans ce règlement, ou pour rebondir un peu sur des éléments qui ont été dits, sur des questionnements, sur des besoins d'éclaircissement. Non, bah, peut-être que ce côté établissement de santé, en tout cas de par mon expérience et par rapport au dossier dont je suis saisie, sur le pilier, en tout cas utilisation secondaire, beaucoup d'établissements se sont lancés aussi dans la création d'entrepôts de données de santé. Et donc, il y a beaucoup de projets en ce sens, et côté acteur public, en tout cas producteur de soins, on a déjà une vision en France, en tout cas, de ce que ça veut dire, avec au niveau national aussi le système national des données de santé. Donc, sur ce pilier réutilisation des données, en termes d'anticipation, on voit quand même, on a déjà une idée de ce que ça peut permettre en tout cas, et de comment ça peut fonctionner, mais ça sera effectivement facilité par une plus grande interopérabilité native des données, parce que c'est vrai qu'en France, on a déjà le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, mais il est encore à développer et à construire au travers donc, de tout ce travail de standardisation à la base, et on sait à quel point ça va impacter la qualité aussi de la donnée et la fluidité de la circulation des données entre les différents systèmes d'information. Super, merci beaucoup. Je propose qu'on passe à la session plus dédiée vision entreprise. Donc Pierrick, si vous voulez partager votre écran, et puis engager le débat après, potentiellement avec Florence également, sur l'aspect lien entreprise et ce règlement. Bien sûr. Hop. Vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Ouais, super. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, je vais essayer effectivement de vous apporter un point de vue industriel sur l'espace européen, les données de santé, voir les aspects un peu pratiques. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions dans le chat
Sur la définition exacte des données de santé, je pense que ce serait une question que j'ai également. Et je pense qu'il n'y a pas forcément une réponse très claire de ce que j'ai compris jusqu'à présent sur ces aspects-là. Mais en tout cas, ça va être, à mon avis, un élément assez central pour savoir ce qui, côté industriel, va faire partie du règlement ou pas. Donc, en 2 mots, moi, sur la société, donc déjà pour me présenter, donc moi je suis Pierre Carnal, je suis PDG cofondateur d'Okero. J'ai un parcours, une expérience plutôt scientifique. J'ai une thèse de neurosciences et ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le domaine de la santé, de la medtech, entre les États-Unis où j'ai passé 5 ans et puis la France. Évidemment, on a développé Okero, qui est une boîte qui a 2 ans maintenant. C'est une spin-off de l'Inserm et de la PHP. On a levé 15 millions du coup en série A. On est déployé en France et dans différents pays européens et on commence à déployer aux États-Unis. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait et comment est-ce que on est impacté par l'espace européen de la santé. Trentaine de personnes. On a la particularité d'avoir développé un biomarqueur digital qui a été qualifié par l'Agence européenne du médicament et par la FDA. Donc, c'est la qualification d'un biomarqueur. C'est relativement rare, toute spécialité médicale confondue, parce que ça veut dire que une biotech, une pharma qui développe un nouveau traitement peut avoir une approbation conditionnelle et donc un accès précoce au marché à partir des résultats qu'il génère en utilisant ce biomarqueur. Donc, et ça permet de faire gagner du temps et d'avoir des nouveaux médicaments innovants plus tôt dans les mains des patients. On a à peu près 10 000 patients qui sont suivis à travers ces différents pays et puis une dizaine de contrats avec les hôpitaux et puis des partenaires pharma biotech. Donc, nous, notre objectif et un peu ce qu'on a comme ambition, c'est vraiment de redéfinir la prise en charge des patients qui sont atteints d'insuffisance d'organes, donc rénale, cardiaque, hépatique et pulmonaire, jusqu'aux patients greffés. Donc, on a une vraie spécialisation sur la greffe, et je vous en parlerai juste après, avec notre vision, c'est que on va le faire en abordant le problème à travers 2 angles. Le premier, c'est en mettant à disposition des soignants des systèmes d'aide à la décision qui sont basés sur des algorithmes diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. Donc des recommandations thérapeutiques, des recommandations diagnostiques, des modèles où on va pouvoir stratifier le risque des patients. Donc ça, c'est la première étage de la fusée. Et en fait, vous allez comprendre que ça correspond exactement à l'usage primaire des données, parce que là, il faut vraiment être interopéré et pouvoir déployer la solution dans les hôpitaux. Et le deuxième point, c'est en utilisant ces données, donc après avoir eu l'accord de l'établissement et consentement du patient, pour générer de nouveaux algorithmes et puis pour utiliser la donnée afin de participer à l'accélération de nouveaux médicaments innovants. Donc en fait, moins d'effets secondaires et un usage qui est plus efficace au bénéfice des patients qui sont suivis dans le petit 1. Et donc ça correspond en pratique à l'usage secondaire du règlement. Donc quelques chiffres sur la partie sur notre domaine. Je vais aller très vite, mais globalement l'enjeu dans notre domaine, c'est que il y a eu peu d'évolution sur la prise en charge, à la fois sur le côté thérapeutique et sur la prise en charge côté soins. Les taux de survie en dialyse pour les patients qui sont en maladie rénale chronique sont toujours relativement faibles. On a toujours beaucoup de patients qui attendent d'être greffés, qui arrivent en maladie terminale, notamment sur la maladie rénale chronique. Et on a vu peu de survie, on a vu peu d'amélioration dans la survie des greffons sur les dernières décennies, et ça a pour autant un impact très important sur le système de soins. Si on se concentre vraiment sur la maladie rénale chronique, c'est plusieurs milliards, 5 milliards par an, avec des coûts de dialyse très importants, et la transplantation qui a aussi des coûts, mais qui est quand même moins cher. Donc ça, c'est une slide assez importante où je vous résume un petit peu la vision qu'on a pour vraiment intégrer le soin et la recherche pour accélérer le déploiement de ces innovations.
Donc, OKRoker à gauche, donc, vous avez ces outils d'aide à la décision et au suivi. Donc, en France, c'est principalement du coup remboursé par un mécanisme de télésurveillance médicale où on va opérer en tant que sous-traitant de l'hôpital. Donc, on intervient pour le compte d'un service de néphrologie, des pathologies. On va avoir différents médecins, différents infirmières de pratique avancée, des infirmiers de coordination qui vont du coup gérer les patients au quotidien et utiliser ces outils pour avoir une vue d'ensemble très précise par patient, mais aussi au niveau populationnel, au niveau de la cohorte qui sont en train de gérer. En faisant ça, ils vont faire plein d'actions. Ils vont générer des données multidimensionnelles. Donc, il va y avoir des données cliniques, immunologiques, des données de biologie, différents types de données moléculaires quand on va avoir du tissu, la transcriptomics par exemple. Et donc, l'ensemble de ces données, après avoir récupéré le consentement des patients et les autorisations pour des projets définis avec l'établissement, ça crée des datasets qui sont des datasets qualifiés, donc hautement phénotypés, et qui vont permettre, côté recherche, de générer des évidences pour la recherche clinique, donc pour le développement de nouveaux médicaments, et la création de nouveaux modèles prédictifs. Et donc en France, Cocorico, on a une médecine sociale avec en gros beaucoup de patients qui sont globalement plutôt bien suivis quand on compare à d'autres pays. Et en fait, cette richesse des données, notamment le fait que les Français déménagent assez peu et donc ils sont suivis dans les mêmes centres au cours du temps, ce qui deviendra moins un problème avec l'espace européen des données de santé, mais jusqu'à présent, c'était un vrai sujet. Et en fait, ça permet de créer des modèles prédictifs qui généralisent très bien pour le soin à différentes populations et différents pays. Donc, juste un petit zoom, et après, je vous parle la partie plutôt donc usage primaire de la donnée et des enjeux qu'on a en termes de déploiement, et puis après sur la partie secondaire. Donc, côté déploiement, quand on déploie une solution telle que Okero dans les hôpitaux, donc aujourd'hui en France, c'est vraiment via un mécanisme de télésurveillance médicale où l'établissement est rémunéré pour suivre les patients, l'industriel est rémunéré également pour suivre les patients et mettre à disposition le dispositif médical numérique qui a du coup été certifié avec les différentes certifications à la fois réglementaires et puis l'ANS. Il faut, pour que ce soit utile, qu'il y ait du coup une interopérabilité avec les systèmes hospitaliers, parce que sinon les soignants se retrouvent à faire de la double saisie, ce qui est conceptuellement complètement déconnant, puisque ça fait perdre beaucoup de temps aux soignants, et donc du coup la valeur de ces systèmes est vraiment diluée si on n'a pas de connexion et d'interopérabilité avec les systèmes existants. Donc, le fait que les DME, les établissements, on vient de voir la présentation de David et de Frédéric côté établissement, travaillent sur ces sujets-là, c'est essentiel et ça va vraiment permettre une accélération de l'ensemble des solutions qui vont pouvoir être mises à disposition des soignants dans les hôpitaux et même aussi en médecine libérale et dans les cliniques. Mais vraiment, ça va permettre de passer la barrière aujourd'hui, on avait peu de données, on récupérait quelques données à droite à gauche, à quelque chose de beaucoup plus industriel, qui ressemble plus à ce qu'il y a maintenant aux États-Unis depuis un décret qui a été fait en 2009 de mémoire, où maintenant, quand on arrive aux États-Unis et qu'on veut se connecter sur des gros systèmes comme Epic, Cerner, etc., c'est plus une question, quoi. C'est juste, on sait qu'on a toutes les API, on sait que tout est déjà APIisé, facilement accessible. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des démarches administratives, etc., parce que c'est de la donnée sensible. Mais pour autant, techniquement, il y a des points où on peut venir se connecter assez facilement. Donc ça, c'est pour le point très positif du règlement de mon point de vue, c'est que ça va complètement transformer
la capacité des éditeurs à venir se connecter sur de la donnée et pouvoir du coup apporter une valeur clinique autrement plus importante que quand il fallait vraiment à chaque fois redévelopper toute la partie remontée de données. Donc nous, en pratique, on va remonter ces données, générer des alertes, gérer plein de modèles prédictifs, pronostics, diagnostics, et tout ça, c'est pas fait en fait dans le DPI, parce que le DPI il a plutôt vocation à gérer la facturation, les données cliniques qui sont remontées, et avoir des interfaces qui sont du coup plus spécialisées en fonction des dizaines et des dizaines de spécialités qui sont représentées dans les hôpitaux. Mais si, encore une fois, il n'y a pas ces interopérabilités, ça devient complètement inutilisable. Ça, du coup, je ne vais pas vous détailler, c'est juste un essai clinique qu'on a mené et qui, en fait, vient démontrer de la valeur clinique et médico-économique. Et je pense que pour tous ça, c'est plus pour toutes les personnes qui sont des entrepreneurs dans l'audience, le fait de venir démontrer ces impacts clinique de la solution, pour moi, c'est ce qui va venir vraiment différencier un DPI qui est plutôt sur de l'administratif, qui est pensé pour l'établissement sur plein de cas d'usage, et des solutions plus médicales, plus tournées soignants, qui vont utiliser des données du DPI, mais pour apporter un vrai bénéfice sur la mortalité, la morbidité, la qualité de vie des patients. Parenthèse fermée. Deuxième point qui est plutôt sur la réutilisation secondaire de la donnée. Donc là, du coup, on est dans un mécanisme plutôt orienté recherche. Nous, on l'a en fait de trois manières. Le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage que j'ai appelé surrogate. Donc ça, c'est l'utilisation de notre algorithme que j'ai mentionné tout à l'heure, qui permet de prédire la survie de la greffe. Donc en fait, un patient est greffé. Plutôt que d'attendre 5-6 ans dans une étude clinique, de voir si le patient a perdu son greffon ou malheureusement le patient est décédé, à 1 an post-transplantation, donc post-greffe, on peut utiliser le biomarqueur digital qui utilise des données du soin courant pour prédire la survie, et avec ça, on peut accélérer du coup la mise sur le marché, puisque le régulateur a reconnu, l'Agence européenne du médicament et la FDA, côté américain, ont reconnu que ce modèle permettait vraiment de prédire les choses de façon très précise. Deuxième cas d'usage pour nous, c'est la partie données, où là, en gros, ça permet d'enrichir des programmes de développement sur des pathologies qui sont des pathologies parfois où il y a peu de patients, où en fait il n'y a pas beaucoup de données de qualité, etc. Et là, ça permet en fait d'avoir des données de standard of care qui sont donc, du soin courant, qui sont de très bonne qualité et qui permettent de créer des bras synthétiques, qui permettent de créer des bras contrôle en fait vis-à-vis d'autres médicaments, et donc d'accélérer l'innovation thérapeutique pour ces acteurs-là. Donc, c'est là-dessus, sur la partie données, que la partie secondaire du règlement va être très importante. On en parlera juste après. Et le dernier point, c'est plus les diagnostics. Donc là, c'est plutôt quelque chose d'assez spécifique à notre domaine, où en fait, on utilise des technologies un peu rupturantes qui permettent aux cliniciens d'adapter et de venir corriger certains diagnostics qui sont posés dans des études cliniques. Donc là, j'essaie de résumer ça pour vous, que ce soit visuel, avec en gros, en haut, l'approche classique, où en fait, on a un patient qui est transplanté, qui est randomisé avec différents types de traitements. À 1 an, on va récupérer différents critères d'évaluation. Voilà. Et puis, on va attendre 5-10 ans d'avoir les critères d'évaluation plus à long terme, qui sont les critères importants pour les agences supplémentaires. Et dans le nouveau monde, on peut utiliser ces données. Donc, les patients sont toujours transplantés, on randomise toujours. Et sauf qu'à 1 an, on va utiliser ces modèles prédictifs pour, du coup, avoir une accélération, une projection de ces long-term endpoints, mais utilisés à travers ces différents types de logiciels. Voilà. Donc, en gros, pour... je vais juste arrêter le partage. Donc, en fait, pour revenir sur le règlement, donc ça vous donne un petit peu un exemple concret d'une boîte qui se déploie en Europe
donc à travers les différents pays. Nous, aujourd'hui, on est en France, je vous disais, en Angleterre, Espagne et Allemagne. Et en gros, les 2 points du règlement, et on en parlera derrière avec Florence, c'est que le premier point, moi je vois de façon hyper positive, c'est remarquable et c'était vraiment très attendu de tous les éditeurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces interopérabilités, sinon on est quand même vraiment à l'âge de pierre, sans pouvoir communiquer les données. C'est comme si on avait toutes les applications bancaires, type Banking, Finari, et tout ce que vous pouvez utiliser un peu au quotidien, par exemple, ne pouvez pas communiquer avec Fortuneo, avec toutes les banques. Ça n'aurait pas de sens. Là, c'est exactement ce qui va se créer du coup dans la partie hospitalière. Donc ça, c'est hospitalière et dans le soin en général. Donc ça, c'est quelque chose qui était nécessaire et ultra positif pour l'Europe en général et pour les boîtes qui vont se déployer au niveau européen. Il y a toujours des problèmes qui sont liés au remboursement par pays. On a d'autres petits soucis à régler, mais ça va globalement dans le bon sens. Et la deuxième partie sur l'utilisation secondaire de la donnée, pareil, c'est quand même quelque chose de globalement positif. Et les questions qui sont posées sur ce sujet-là, de mon point de vue industriel, c'est que il y a toute une partie qui est liée à la propriété et au fait à la valeur de la société, qui est en partie basée sur la capacité des sociétés à générer différents types de modèles sur ces données. Et ma conviction, c'est que aujourd'hui, post-ChatGPT novembre 2022, la valeur, elle est énormément dans la capacité à obtenir ces données. Parce que n'importe quel matheux, maintenant, qui sort des bonnes écoles avec la tête bien faite, peut générer des modèles prédictifs de plutôt bonne qualité. Et donc, les questions qui vont se poser pour les sociétés qui nous écoutent, et les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est comment je fais pour éviter d'avoir un acteur un acteur chinois, un acteur américain, qui crée une petite entreprise dans un pays européen et qui va pouvoir bénéficier d'un accès assez large à l'ensemble de ces données pour créer des modèles prédictifs et pouvoir l'utiliser dans leur pays et dans leurs pays respectifs. Donc ça, c'est les questions moi, que ça réveille en fait cette utilisation, cet accès facilité. Et ça, c'est plutôt, à mon avis, une réponse politique au niveau européen, probablement. Et après, Florence va nous dire un petit peu la définition exacte aujourd'hui des données de santé, parce qu'il y a plein de données, pour les entrepreneurs, encore une fois, de l'audience, il y a plein de données que vous allez générer à partir des données de santé qui probablement vont rester des données qui vont être des données propriétaires de vos sociétés. Et donc, la définition claire de ce qu'est la donnée de santé a d'autant plus d'importance. Peut-être que Florence, on peut commencer à répondre un peu aux questions, à échanger sur ces 2 points-là. Oui, je pense que commencer par les définitions, en tout cas, c'est une bonne chose. Sur la notion de données de santé, en fait, le règlement européen sur l'espace commun des données de santé, comme je vous l'ai dit, s'inscrit dans le respect quand même du RGPD. Donc, il n'invente pas une nouvelle définition des données de santé. Donc, c'est les données à caractère personnel relatif, donc à l'état de santé physique ou moral d'une personne physique. Par rapport à une question aussi qui est dans la QNR là, sur la notion de données de santé électronique, en fait, ça peut être aussi des données numérisées. Donc, en tout cas, elles sont soit nativement, soit numérisées, mais elles sont électroniques, celles qui sont concernées par le règlement européen. Et ensuite, le règlement européen a, dans le cadre de l'utilisation secondaire, a fixé donc à l'article 51 des catégories minimales de données de santé électroniques pouvant donc être concernées par l'obligation de mise à disposition par les détenteurs de données de santé. Donc ça veut dire qu'il faut recouper cet article-là aussi avec la qualité de détenteur de données. Donc, sur les catégories minimales de données, c'est très large quand même parce que je n'ai pas tout mis dans la slide, mais il y a bien donc, toutes les données de santé électronique provenant des dossiers médicaux électroniques, les données sur les facteurs ayant une incidence sur la santé, les données
agrégées sur les besoins en soins de santé, les ressources allouées aux soins de santé. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il y a aussi les données issues des essais cliniques, il y a les données issues des dispositifs médicaux, données issues des biobanques, etc., des cohortes de recherche, de questionnaires et d'enquêtes dans le domaine de la santé après la première publication des résultats y afférents. Donc, on a un panel de données qui est quand même très large. Par contre, il faut croiser ça avec la qualification juridique de détenteur de données, ou par rapport à la définition que j'ai repris tout à l'heure, il faut ajouter 2 conditions supplémentaires au fait d'être donc soit toute personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisme, donc on peut être un acteur public ou privé évidemment, euh, ainsi que tous ceux qui développent des produits ou des services destinés au secteur de la santé. Donc, il n'y a pas que les producteurs de soins, il peut y avoir aussi les industriels. Dès lors qu'ils ont le droit ou l'obligation, et en leur qualité de responsable ou de responsable de traitement ou responsable conjoint de traitement, de traiter des données de santé. Donc là, on est plus sur les acteurs de la prise en charge sanitaire type établissement de santé, ou qui ont la capacité de mettre à disposition des données de santé électroniques à caractère non personnel par le biais du contrôle de la conception technique d'un produit ou de services liés, y compris en enregistrant ou en fournissant ces données, en limitant l'accès à ces données ou en échangeant ces données. Donc, ça nécessite à chaque fois une analyse au cas par cas en croisant ces différentes informations. Et je vous invite en plus à lire donc, les fiches mises à la concertation par TEDAS, puisqu'on aura en plus des précisions qui seront apportées par les travaux issus, donc conduits par la Commission européenne. Voilà ce que je peux dire sur la définition de données de santé. Après, c'est sur le régime juridique applicable où je peux avoir du coup une réaction, à la fois donc, sur le processus de certification, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en recoupant avec la présentation précédente et ce que vous avez dit de façon très, très intéressante, ça va quand même beaucoup reposer sur les industriels, c'est-à-dire que ce soit les industriels qui vont être dans le secteur des DME, ou les industriels comme vous qui fournissez des dispositifs médicaux qui ont vocation à être interopérables dans leur destination avec ces DME. Donc c'est à la fois votre intérêt, votre opportunité, mais aussi ça génère aussi une contrainte, c'est-à-dire d'intégrer ces formats-là. Et pour boucler la boucle avec vos interrogations, vos points d'attention, en tout cas, c'est évident qu'il y a une zone de frottement entre les opportunités qu'ouvre le fait que tout le monde soit tenu désormais à la même obligation d'ouverture du patrimoine informationnel et en même temps à une exigence de protection quand même des innovations, cumulée avec une obligation de transparence liée au système de gestion de risque dans le cadre de l'IA. Donc voilà, après, en tant que juriste, moi je m'interroge aussi sur l'articulation justement entre ces différents textes, puisque la procédure de marquage CE, du coup, va être directement impactée par ces nouvelles obligations aussi, et par en plus les exigences qui résultent en termes de certification du règlement IA Act. Voilà, donc je ne sais pas comment, si vous avez des bouffées de chaleur, Pierrick, ou pas, par rapport à tout ça. On peut en parler, on est entre nous. C'est le contexte réglementaire européen et il y a plein de choses très positives là-dedans. Ça crée aussi des barrières réglementaires, hein, quelque part, pour les sociétés. C'est vrai que c'est des choses qui sont bon, à la fois importantes en tant que citoyen et puis et en tant que boîte. Ça permet aussi d'avoir un peu un filtre sur les acteurs qui seront capables d'être en conformité et les acteurs qui ne le sont pas. Et donc ça, c'est plutôt les aspects positifs d'un point de vue de l'activité de déploiement de ces sociétés. Sur le point, Florence, parce que je pense que vu les questions qu'il y a dans le chat, ça revient un peu à ça. C'est une fois donc, imaginons qu'on a une donnée de tension, on a une donnée de biologie. Donc ça, il n'y a pas de question. Hein, donc, le DME et donc le détenteur de données sur cette donnée biologique, clinique. Ça, c'est une donnée qui, si elle est demandée dans le cadre d'une étude pour faire de la recherche dans le cadre de cet espace européen sur l'utilisation secondaire, devra être transmise par différents détenteurs de données. Je pense que les questions que se posent les boîtes en ce moment, sur lesquelles, pour l'instant, de mon côté, je n'ai pas eu une réponse très claire, c'est sur les éléments algorithmiques
qui sont déployés, enfin qui sont construits, puis validés, puis ensuite déployés pour justement de la pronostication, stratification du risque des patients, etc. Et ça, ce sont des données qui pourraient potentiellement être considérées comme des données de santé aussi, sur ces nouvelles données créées à partir de ces algorithmes. Ou est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas de la donnée de santé au sens des textes? Parce que je pense, vu les questions qu'il y a dans le chat, je pense que c'est quand même ça aussi un peu mais je l'interrogation, de m'engagerai surtout savoir. pas à vous donner une réponse claire aujourd'hui. Mais par contre, je vais vous inciter, et si vous voulez, on peut se rapprocher, à mettre ça dans les questions liées à la concertation. C'est typiquement ce genre de choses qu'il faut pouvoir faire clarifier. Là, aujourd'hui, il y a les termes que je vous ai mentionnés de l'article. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Et il y a la mise en concertation des fiches TEDAS. Donc, je pense que ça serait hyper intéressant, notamment dans le cadre de la fiche sur le droit à la compensation, secret des affaires, etc., de formuler votre interrogation. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, si vous prenez cette fiche-là, les coûts de collecte sont pas pris en compte. Voilà. Donc, après, comment on articule ça avec le droit de la propriété intellectuelle? On a toujours eu en France et en Europe, d'ailleurs, au travers du RGPD, une approche non propriétaire des données. Mais on a quand même jusque-là une protection normalement des bases de données au travers d'une protection sui generis. Sauf que, par exemple, dans le Data Act, elle est annihilée et là, on n'en prend pas. On met en place un droit à la redevance et la compensation, vous voyez. Donc, à un moment donné, moi, j'ai fait ce que j'ai pu d'ailleurs à mon niveau pour remonter ces questionnements-là dans l'intérêt de mes clients, qui sont aussi bien d'ailleurs publics que privés. Tout le monde a intérêt à avoir une transparence, que ça crée des négociations sans fin sur ces sujets-là. Donc, comme je vous ai dit, il y aura des clauses contractuelles type, mais je pense qu'il y a tout intérêt surtout à poser clairement ces questions-là, parce que c'est pas parce qu'on aura une rédaction qu'on aura la réponse aux questionnements stratégiques que vous soulevez. Ok. Merci je vous propose qu'on passe à la dernière session d'intervention et après on rebouclera avec les questions qui ont été posées dans le chat et pour lesquelles il n'y a pas encore eu de réponse. Simon, du coup, je vous laisse la parole pour la présentation du projet. Merci beaucoup, Coralie. Coralie, donc je vais partager mon écran ici de mon côté. Voilà, vous devriez voir maintenant mon écran. Donc je vais revenir un peu sur la partie formation qui a été mentionnée avant par d'autres intervenants. Et je vais présenter le projet SHIA qu'on coordonne depuis Lisbonne, du coup, qui est un projet cofinancé par l'Union européenne sur la formation pour l'interopérabilité et donc évidemment aussi pour l'IHDS. Donc c'est très centré interopérabilité. Évidemment, on a discuté aussi précédemment à propos de l'IHDS que c'est pas seulement l'interopérabilité, mais c'est principalement l'interopérabilité quand même. Enfin, ça reste central. Donc, et aussi la formation reste centrale pour pouvoir rendre ça implémentable en fait et dans de courtes timelines qu'il y a. Donc 3 ans, ça c'est pas demain, mais c'est pratiquement après-demain, donc c'est très rapide. Alors ce projet est coordonné par le professeur Eric Martins, je mentionne, parce que c'est un peu une figure qui a grandement contribué à ce que cette loi, ce règlement se réalise. Il a été 7 ans président de l'agence e-santé portugaise et il a aussi été coprésident du e-health network pendant plusieurs années, qui est donc la plus grande entité politique d'e-santé au niveau européen. Il a été coprésident pour les États membres et je travaille étroitement avec lui donc tous les jours. Alors les interventions précédentes ont les défis de l'IHDS pour les acteurs du terrain, les hôpitaux, les entreprises. Donc c'est vrai que ça repose grandement sur l'industrie aussi, que ce soit la difficulté pour les hôpitaux d'intégrer ce règlement dans leur feuille de route,
ou le besoin de construire une compréhension commune qui est organisationnelle aussi et pas seulement technique, il y a beaucoup de défis. Et donc, c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement dans nos projets, que l'IHDS et l'interopérabilité en général n'est pas une affaire de technologie seulement, c'est aussi beaucoup une affaire de personnes, organisation, personnes. Et donc c'est avec ce problème qu'on répond avec le projet SHIA. Comment développer les compétences humaines et organisationnelles nécessaires pour faire de l'IHDS une réalité? Donc le projet s'inscrit dans un écosystème européen de projets qui supporte l'IHDS. On a tout à gauche ExpandDH qui s'est terminé en 2024, qui a commencé explicitement pour la première fois à agiter un écosystème d'acteurs pour l'IHDS et pour l'interopérabilité européenne, financé par l'Union européenne aussi. On a des projets comme XShare qui font de l'innovation, donc qui sont basés sur une approche de cas d'usage et qui développent des choses un peu plus techniques. On a XDHR qui est cette action jointe des États membres qui a déjà été mentionnée plus tôt, qui prépare des recommandations pour l'implémentation de l'IHDS et donc les prochains modules de la réglementation. Et on a des projets qui implémentent et qui testent le format d'échange de données en bas à droite de mon écran, I2X, My Help at My Hands. On a aussi le projet ici, je le mentionne parce qu'on est partenaire et parce que c'est très français, Shaped, qui explore l'utilisation de l'IA pour ces HDABs. J'ai oublié l'acronyme en français, je suis désolé, mais c'est ces organismes nationaux qui vont s'occuper de l'accès secondaire aux données, qui sont introduits par le règlement IHDS. Alors, un petit aperçu du projet SHIA, qui d'ailleurs, XIA, c'est un acronyme pour Expanding Innovative Alliance. Donc, il y a cette dimension d'expansion dans le projet. Et vous allez voir que c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec le professeur Eric Martins, d'étendre de plus en plus ce projet. Alors, le projet, c'est une alliance pan-européenne dont la mission est de préparer l'écosystème de la santé à l'ère de l'IHDS, comme je le disais, combler le déficit de compétences identifié chez les professionnels et les organisations en matière de standards d'interopérabilité, qui sont donc le moteur technique de l'IHDS. Et c'est un effort collaboratif qui réunit maintenant 42 partenaires de 19 pays européens. C'est toujours en train de changer, c'est pour ça que vous voyez sur mon écran 18 pays européens, mais c'est maintenant 19, parce que comme je le disais, on essaye d'étendre le projet le plus possible, donc on intègre des nouveaux partenaires au fur et à mesure du projet. Le projet a commencé en janvier avec une vingtaine de partenaires, maintenant on a pratiquement doublé. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment m'écrire, à moi ou au professeur Eric Martins. Donc les partenaires incluent non seulement des universités et des entreprises, mais aussi des hôpitaux et des organismes de standardisation internationaux. Et quand ils ne sont pas partenaires, ces organismes collaborent formellement avec le projet. Par exemple, SNOMED International, qui a récemment signé une lettre de support formelle avec nous, avec le projet. Et on est aussi en discussion avec IHE, avec HIMSS et avec le Regenstrief Institute qui développe donc l'OINC, pour qu'on soit vraiment aligné avec tous les organismes. Qui d'ailleurs d'habitude, historiquement, les organismes de standardisation n'ont pas l'habitude de travailler vraiment ensemble, et donc les rapporter ensemble dans un projet comme ça peut être l'occasion de créer un forum pour la collaboration entre ces standards. Alors le projet est cofinancé par la Commission européenne à travers le programme Erasmus+, qui est complètement, qui a une vocation première, vraiment l'éducation, la formation. Alors voici une petite overview du modèle, le cadre de SHIA. Alors on a une approche modulaire et flexible. Le cœur du modèle repose sur des micro-contents learning blocks, qu'on appelle, donc ce sont de courtes briques de contenu d'apprentissage, qui peuvent être vidéo, texte, exercices, quiz, ce genre de choses. Ces briques peuvent être assemblées pour créer des learning journeys ou des chemins
d'apprentissage, des parcours d'apprentissage personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de chaque public, qui peuvent être donc soit un développeur. On a 3 groupes qu'on adresse dans le projet. Ce sont les développeurs, les implémenteurs et les utilisateurs. Et ça, ce sont évidemment des simplifications, mais ce sont des groupes qui sont quand même assez. On peut les détailler beaucoup plus, mais c'est pour simplifier qu'on les appelle comme ça. On vise à développer des formations certifiantes, donc ces parcours d'apprentissage débouchent sur l'obtention de microcrédits qui reconnaissent formellement et de manière standardisée les compétences acquises, en alignement avec le cadre européen des qualifications, donc EQF, et pour garantir une reconnaissance standardisée des compétences à travers tous les pays et systèmes éducatifs européens qui eux-mêmes ne sont pas, ou qui sont difficilement interopérables parfois. Et on a donc ce cadre européen des qualifications qu'on peut utiliser. Évidemment, étant cofinancé par l'Union européenne, le savoir qu'on développe et qu'on partage doit rester ouvert et accessible gratuitement. Donc, comme je l'expliquais dans mon introduction, face à une situation où la moitié des sites web des projets disparaissent et un tiers ne génère aucune publication scientifique, c'est important pour un projet comme SHIA de développer du matériel pédagogique qui est libre d'accès. Donc, on publie tout sous licence Creative Commons, c'est la licence CC BY SA 4, qui est donc libre d'accès, ce qui signifie que n'importe qui peut librement le copier, le réutiliser, l'adapter, le diffuser, etc. Ce qui garantit donc la dissémination au-delà de la durée du projet. Et donc, comme je l'expliquais, le projet se base sur cette idée cette conviction que l'interopérabilité des systèmes commence par l'interopérabilité des personnes. On crée ce qu'on appelle une fondation épistémologique partagée et on s'assure que tous les acteurs parlent le même langage et partagent une compréhension commune des enjeux avant même de parler de standards techniques. Parce que c'est quelque chose qu'on a vu en allant sur le terrain dans différents pays, qui est que la plupart des acteurs ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Beaucoup ne sont même pas au courant qu'il y a ce règlement et ce genre de requis qui vont entrer en jeu bientôt. Donc il faut vraiment commencer, disons, très largement. Alors plus en détail, excusez-moi, je reviens, plus en détail sur le contenu de la formation. Elle a été conçue pour répondre donc aux besoins concrets des différents acteurs. Vous allez voir qu'on a fait une étude de besoins. Et donc, pour vous donner une idée, des exemples du contenu qu'on développe, c'est vraiment très large, mais ça commence par de l'introduction au règlement, donc une partie légale, d'une introduction à l'interopérabilité, jusqu'aux standards, donc les standards comme HL7, FHIR, etc. Aussi les standards qui sont, disons, historiques ou encore utilisés, HL7 version 2, etc. Les terminologies, donc SNOMED, LOIC, comme je le mentionnais, les profils IHE. Ensuite, on aura du contenu aussi sur le test, donc avec les profils IHE, mais pas seulement, mais aussi du contenu plus soft skills, disons, comment collaborer ensemble interdisciplines, et aussi comment développer des systèmes qui sont faciles de l'usabilité, expérience d'utilisateur et ce genre de choses. Donc on a 20 sujets de contenu. Alors pour vous donner un aperçu des résultats de notre étude de besoins, quelques choses clés, donc quelques résultats clés. Premièrement, on a découvert qu'il y a un déficit de compétences et de formation, évidemment. Et donc, on a confirmé ce qu'on avait déjà comme intuition quand on a proposé ce projet. Les problèmes de formation, d'expérience et de compétences sont apparus comme les principales barrières à l'engagement dans les initiatives d'interopérabilité. Et la moitié des professionnels interrogés se sont déclarés insuffisamment formés pour l'application pratique des standards. Donc, comme je le disais avant, ce ne sont pas que des professionnels de santé, mais aussi des professionnels de systèmes d'information, des développeurs, etc. Donc, c'est vraiment à peu près tous les professionnels dans la santé en général. Ensuite, le deuxième résultat principal, c'est que les professionnels, enfin, c'est les défis d'implémentation et d'adaptation locale. Donc, les professionnels ont souligné
les difficultés pratiques, locales, notamment le manque d'alignement des standards entre les différents fournisseurs et les défis posés par l'intégration des standards pour répondre aux besoins et processus cliniques locaux. Donc voici une invitation, vous pouvez scanner ce QR code pour rejoindre ou en apprendre plus ou juste suivre le projet. Comme je le disais, on vise toujours à s'agrandir. On a déjà doublé en nombre de partenaires en une année, en moins d'une année. Et vous pouvez aussi simplement nous suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi apporter vos problèmes pour qu'ils soient adressés, qu'on développe du contenu pour adresser ces problèmes, par exemple. Vous pouvez aussi apporter vos apprenants. Donc, certaines entreprises qui font partie du projet ou certaines universités apportent des apprenants pour qu'on teste le contenu qu'on développe, par exemple. Voilà, ça c'était rapidement cette présentation du projet SHIA. Je peux répondre à des questions plus spécifiquement. Vous pouvez aussi m'écrire avec cette adresse email ici. Vous pouvez écrire au professeur Henrik qui coordonne, ou tous les deux. Et on peut aussi avoir une discussion avec les autres intervenants. Merci beaucoup. Je ne sais pas si parmi les autres intervenants, il y en a qui souhaitent rebondir ou si on passe à la petite session questions-réponses pour répondre aux quelques questions qui ont été posées. Si je puis me permettre simplement, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, moi qui suis sur le terrain, il y a un sujet de bien maîtriser les standards, de bien comprendre les enjeux de l'interopérabilité et le levier européen est à la fois une opportunité et aussi comment dire, un défi. Aligner autant de cultures et de façons de fonctionner, c'est pas un détail. Et je suis d'accord avec Simon pour dire que l'enjeu, il est peut-être même avant tout organisationnel, sociologique, avant d'être technique. Et si je peux rajouter ma pierre également, effectivement, on voit souvent le prisme de ces projets-là sur le prisme de des sociétés qui doivent évoluer, changer, amener des nouvelles versions, et on parle assez peu en fait de l'intégration de ces nouvelles façons de penser, de nouvelles technologies, de nouveaux formats comme impact dans le système d'information hospitalier, ce que ça amène au niveau des nouveautés, des choses à prendre en compte dans le quotidien des projets des établissements. Et donc l'impact, il n'est pas que au niveau des sociétés, même s'il est très très fort au niveau des sociétés, puisque c'est eux qui développent les produits. Donc l'opportunité est évidemment importante pour des sociétés, comme on a vu dans le cadre de la présentation précédente, mais il ne faut pas minimiser le changement culturel qui va arriver avec ce nouveau format européen au niveau des établissements. Et effectivement, on manque de formation sur le sujet, technique et fonctionnel, les métiers, que ce soit au niveau FHIR, mais aussi au niveau des nomenclatures, des terminologies. Il ne faut pas sous-estimer le travail qui est nécessaire au niveau des DSI pour pouvoir intégrer ces nouveaux concepts. Donc c'est important, je pense, de lire le règlement, de s'intéresser fortement à ce projet XIA pour se former et pouvoir accueillir ces opportunités-là de la façon la plus efficace, quoi. Merci pour cette belle conclusion. Guérec, je te laisse prendre la main. Oui, merci. Il y a quelques questions. Alors, je pense qu'une partie, Florence, vous les avez déjà vues et vous
vous avez notamment répondu sur les données de santé. Alors, je vous laisserai libre de compléter hein, si vous pensez, mais il y avait une première question qui était comment caractérise-t-on les données de santé légalement? Donc ça, vous l'avez répondu tout à l'heure. Une deuxième, concernant le sujet des données électroniques ou données numérisées. Donc là, je pense que vous avez abordé, vous l'aviez vu, je crois, et vous aviez répondu. Là encore, si vous pensez à compléter, n'hésitez pas. Hein. Et autrement, Oui, tout autre à fait. question, une question qui est celle-ci concernant l'utilisation secondaire des données. Pouvez-vous détailler l'interdiction de son utilisation pour promouvoir des résultats de recherche? Vous deviez avoir des éléments sur une slide, j'imagine, qui a Oui, bah, interpellé c'est la les articles personne. 53 et 54 là, sur les finalités autorisées et celles qui sont interdites. Mais promouvoir les résultats d'une recherche, là, ça n'est pas, à mon sens, une finalité interdite. On peut toujours publier un papier, heureusement. Hein. Donc, Oui. si c'est ça la question, c'est voilà, à ne pas confondre avec le fait de faire du marketing, de faire de la publicité sur un produit, quoi. Voilà. Et une dernière question, les auras dont il était défini par Bon. pays membre, et si c'est le cas, quid concernant la Non, j'ai pas de France? scoop. Donc ben voilà de mon côté, il n'y avait pas d'autres questions. A priori, je vérifie, mais non. Eh bien, merci beaucoup. J'ai quelques slides à repartager pour cette conclusion. Donc, on va vous envoyer les slides pour les intervenants qui nous l'ont autorisé, et puis on vous partagera les slides que j'ai projetés avec quelques ressources qui vous permettront d'aller soit un petit peu plus loin, soit compléter, soit alimenter, continuer d'alimenter en tout cas les réflexions autour de ce règlement. Également, en ressources que j'ai pas mises, mais il y a le site internet de Genius qui va être enrichi dans les prochains mois sur l'espace européen des données de santé, donc sur lequel il ne faut pas hésiter à aller. Bien évidemment, côté Biotech Santé Bretagne, on est aussi un acteur pour répondre à vos questions ou en tout cas faire les mises en relation les plus pertinentes pour répondre ensuite à vos questions. Donc, pas hésiter à se retourner vers Guirec ou moi. Quelques événements à venir aussi sur le sujet ou plus largement sur la santé numérique avec les Journées nationales de l'innovation en santé numérique à Paris la semaine prochaine. Donc c'est la 4e édition. La European Cyber Week du 17 au 20 novembre à Rennes. Il y a une journée spécifique à la cyber et à la santé le 20 novembre prochain. Imagine Summit qui est dédié à un événement dédié à l'innovation désirable le 4 décembre, donc là qui est tout marché confondu. Et puis la journée du West Data Hub qui est vraiment dédiée sur les données de santé, l'intelligence artificielle, la recherche le 17 décembre prochain. Et puis le Plugathon et Connectathon, donc là pour le coup en lien direct avec le sujet du jour. Donc Plugathon qui est une étape vers le Connectathon et qui prépare les équipes et systèmes aux tests d'interopérabilité à plus grande échelle. Que sont les Connectatons, qui est un événement unique de test d'interopérabilité qui permet de tester, identifier et corriger des dysfonctionnements et finaliser des étapes de développement et puis surtout partager, réseauter et apprendre donc sur toute la partie enjeu d'interopérabilité qu'auront lieu à Bruxelles en mars prochain et donc Ereval, entreprise du territoire et l'organisateur technique de l'événement. Donc pas hésiter à se rediriger vers eux ou vers nous pour une mise en relation si vous avez des questions au sujet de cet événement. Donc voilà, c'est la fin de ce webinaire donc, qui va être prochainement, très rapidement disponible en replay. Un grand merci à l'ensemble des intervenants qui ont permis de voir le champ assez large que peut couvrir le règlement sur la partie données de santé. Et puis un merci aussi à Fairstein et puis à Forge particulièrement pour l'organisation et l'aide pour trouver l'ensemble des intervenants et le contenu de ce webinaire. Voilà, on espère que ça a été riche, que vous avez pouvoir engager les réflexions au sein de vos établissements, structures, entreprises dans les prochains mois. Et puis, on reste complètement disponible pour faire des mises en relation ou répondre à des questions. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, Au revoir, merci merci, au Au beaucoup. revoir. revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci.